Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 4 personnes trouvent la mort dans un réservoir souterrain de céréales dans la région de l'Haouz. Dans la commune d'Asgour, un homme est mort d'asphyxie dans le réservoir. En essayant de le secourir, 3 autres personnes ont perdu la vie. Tanger accueille le forum international MedDays. Plus de 200 intervenants prennent part au débat sur la situation politique et économique mondiale. La crise de confiance entre le Nord et le Sud est au cœur de cette 12e édition. Au Liban, des manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Beyrouth. Ils dénoncent les déclarations du président Michel Aoun critiquant le mouvement de contestation. Et au sud de la capitale, un protestataire a été tué suite à une altercation avec les militaires. La jeunesse se mobilise pour la protection du littoral. À Fnidq, des jeunes se sont réunis pour une opération de collecte de déchets pour sensibiliser l'opinion publique à la protection de l'environnement maritime. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par ce drame dans la région de l'Haouz. Dans la commune d'Asgour, un homme est mort asphyxié dans un réservoir souterrain où il stockait des céréales. En essayant de le secourir, 3 personnes ont perdu la vie. Les circonstances du drame restent à éclaircir. Reportage d'Hassan Houbban et Adil Bouzkri, le récit est de Amina Ben Khalq. C'est dans ce cadre paisible que le drame est survenu. 4 personnes sont mortes dans un réservoir souterrain de stockage de céréales. Tout commence lorsqu'un père et son fils décident d'inspecter la récolte dans cet espace confiné de 2,20 m où ils meurent asphyxiés. 2 voisins venus à leur secours succombent aussi en raison d'un manque d'oxygène. J'étais en train de travailler lorsque j'ai entendu des cris de détresse. Je me suis dépêchée d'aller sur les lieux du drame. C'est là où j'ai vu que mon oncle faisait partie des victimes. J'ai essayé à l'aide d'une corde de les sauver, mais je me suis évanouie une fois dans le réservoir. Dans ce village de la province du Haouz, la tristesse se lit sur les visages, ceux des proches et des voisins qui ont assisté incrédules à l'extraction des corps des victimes. L'un de mes amis m'a appelé pour me dire que mon père était décédé. J'étais dans tous mes états. J'ai pris le premier grand taxi pour venir de Tiznit jusqu'ici. J'ai alors découvert que 3 autres personnes étaient mortes. Seule l'autopsie révélera les causes du drame. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. Garantir l'accès à la justice des femmes victimes de violences, c'est l'objectif des commissions régionales de prise en charge. Dans la région de Ouarzazate, où près de 800 cas de violences contre les femmes ont été enregistrés cette année, la commission régionale a tenu sa 2e session ordinaire, l'occasion de présenter un plan d'action contre les abus subis par les femmes et les enfants. C'est un reportage de Nzaba Azizi et Hassan Belalim, le récit est de Rita Saha. Depuis plusieurs semaines, cette habitante de Ouarzazate vient prendre conseil auprès des assistantes sociales de la cellule de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences de sa ville. Après avoir vécu un véritable calvaire familial, elle peut enfin, grâce à l'aide de cet organisme, voir le bout du tunnel. La justice a condamné mon ex-mari à me verser une pension alimentaire, mais il ne l'a pas fait. J'ai donc demandé de l'aide auprès de cette cellule. Il a ensuite été poursuivi pour négligence familiale et a été emprisonné. La cellule s'est très bien occupée de moi. Les assistantes sociales accompagnent et encadrent de la meilleure des manières ces femmes pour assurer leur protection, et ceci en coordination avec les acteurs associatifs et nos différents partenaires. Violence physique, cyberviolence, expulsion du domicile familial, autant de cas traités par cet organisme. Lors de la 2e session annuelle de la commission régionale de la cellule de Ouarzazate, les participants ont fait le bilan de cette année et ont souligné la nécessité d'apporter aux femmes et enfants victimes de violences les outils nécessaires pour leur garantir l'accès à la justice. Nous avons débattu des différentes stratégies élaborées durant l'année 2019 et lors du bilan, nous avons également mis en évidence les résultats positifs obtenus cette année avec des exemples concrets. Cette année, plus de 800 cas de femmes victimes de violences ont été enregistrés par cette commission à Ouarzazate. Des femmes qui peuvent désormais faire appel à la loi 103/13 entrée en vigueur il y a plus d'1 an pour être protégées et bénéficier pleinement de leurs droits. Direction à présent la ville de Tanger qui accueille le forum international MedDays. Cette 12e édition reçoit plus de 200 intervenants, responsables politiques, économistes et experts. Ils vont débattre des relations diplomatiques, économiques et sécuritaires dans un monde marqué par une crise de confiance entre le Nord et le Sud. Les enjeux de ce forum dans ce reportage de notre envoyé spécial Zohir Daoudi. Le récit est de Mamadou Diaye.
Le forum Meddays est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les opérateurs économiques, mais également pour les décideurs politiques. La plateforme, qui regroupe cette année plus de 4000 participants venus de 80 pays, se veut un cadre de promotion de la coopération Sud-Sud. Je crois qu'il est toujours tout à fait utile de pouvoir, à travers cette plateforme qui n'est pas une plateforme officielle, de pouvoir promouvoir le débat entre pays du Nord et pays du Sud, mais surtout de promouvoir la coopération Sud-Sud pour qu'elle puisse être efficiente, efficace et équilibrée, telle qu'elle est portée par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En toile de fond à cette 12e édition, la crise de confiance, la prolifération des foyers de tension dans le monde a fini de créer un climat d'incertitude, d'où la pertinence de repenser le développement. Il y a des changements technologiques qui entraînent des modifications très fortes au niveau international. Ici, ajouter une crise de confiance. Donc si vous avez ces deux phénomènes qui s'entrelacent, ça crée une économie mondiale beaucoup plus fragile. Cette 12e édition du Forum Meddays place le Sénégal à l'honneur. Le président Macky Sall, déjà arrivé à Tanger pour participer aux travaux, recevra ainsi le Grand Prix Meddays 2019. Comme vous venez de l'entendre, le président sénégalais Macky Sall est l'un des invités de marque du forum Meddays. Il est arrivé hier soir à Tanger. Dans une déclaration à la presse, il a tenu à saluer le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est un champion, si je peux dire, de l'unité africaine. C'est un champion également de la coopération interafricaine. Sa démarche depuis toujours a été de redonner au Maroc sa vocation naturelle d'être aussi africaine. Et cela se traduit dans ses voyages multiples, divers et variés à travers le continent, qu'il s'agisse de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale ou des autres parties du continent. Il a toujours développé une relation de confiance. Le Maroc et les îles Comores réaffirment la solidité de leurs relations. À Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu un émissaire du président comorien. Les deux pays affirment leur volonté de renforcer les liens dans plusieurs domaines, notamment la formation et l'agriculture. Les îles Comores ont également annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général à Laayoune. La tension reste vive au Liban après une nuit d'affrontements. Des manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Beyrouth. Ils dénoncent les déclarations du président Michel Aoun critiquant le mouvement de contestation. Et au sud de la capitale, un protestataire a été tué suite à une altercation avec les militaires. L'armée annonce l'ouverture d'une enquête. Et pour parler de la situation au Liban, nous recevons le professeur Khalid Chegraoui. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Un manifestant a été tué, des manifestants se rassemblent devant le palais présidentiel. La classe politique appelle au calme. La situation au Liban peut-elle s'aggraver ? Effectivement, elle s'aggrave d'ailleurs de jour en jour et surtout que la communication gouvernementale n'arrive pas à satisfaire les besoins de la rue. Surtout que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une révolution, ce sont des révoltes, des soulèvements, mais avec des demandes révolutionnaires. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gouvernements en place, et ça ne se passe pas seulement au Liban, ça se passe dans d'autres pays, que ce soit dans le monde arabe et par ailleurs, les demandes au fait sociales n'arrivent pas à être entendues par la classe politique qui reste parfois dans le déni, qui est dans l'incurie, qui n'arrive pas à comprendre cette demande, et surtout le fait qu'il n'y a pas de leadership de ces soulèvements, de ces révoltes, et que les pouvoirs en place n'arrivent pas à négocier ni à satisfaire les demandes. Du moment que la demande généralement populaire commence par un fait économique ou politique, parfois vraiment bénin, mais la suite est qu'une fois satisfait ou non satisfait, il y a une autre demande, celle que toute la classe politique doit partir. Au fait, ce qu'on a aujourd'hui au Liban et par ailleurs, c'est que la société ne fait plus confiance à sa classe politique. Cette société, elle a consommé totalement ses réserves de patience et ne fait plus, c'est-à-dire ne fait plus confiance à ses dirigeants ni à ses gouvernements traités généralement de corrupteurs et corrompus. Vous parliez de demande sociale, justement, le mouvement est né il y a près d'un mois. Suite à l'annonce d'une taxe sur les applications de messagerie, y a-t-il des causes politiques
plus profonde à cette mobilisation qui dure depuis plusieurs semaines. Effectivement, et si on revient au Liban, c'est beaucoup plus complexe, si on le compare par exemple à l'Irak ou à l'Algérie ou même au Chili, mais effectivement, il y a des causes économiques. Jusqu'à aujourd'hui, le modèle économique de développement au Liban n'a pas réussi à mettre des équilibres au sein de la société. Il y a des écarts terribles entre classe pauvre et classe riche. Même la classe moyenne qui peut soutenir un bon suivi, que ce soit de la gouvernance et autres, n'arrive plus à satisfaire ses besoins même vitaux. D'ailleurs, on est presque en train de parler qu'il n'y ait plus de classe politique qui peut faire l'équilibre entre les différentes catégories sociales. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'industrie de la culture et du tourisme, qui était la base même de l'économie libanaise, n'arrive plus à satisfaire les besoins de l'État. Un endettement extraordinaire qui alourdit les poches de la société libanaise, du moment que aujourd'hui la Banque centrale est en train de piocher et de prendre dans les réserves en devises de la société. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi fait bouger les choses. Et bien sûr, les investissements étrangers, principalement arabes, font défaut. Donc, il y a effectivement une crise économique et il y a aussi une crise politique du moment que la société ne fait plus confiance à ces leaderships qui ont, depuis la fin de la guerre civile libanaise, partagé le pouvoir à travers des quotas et avec un système confessionnel qui ne fait plus, qui n'est plus un modèle à suivre pour la demande libanaise et principalement de sa jeunesse. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. C'est l'une des plus belles villes du monde. Venise est aujourd'hui submergée par une marée exceptionnelle, une marée haute qui atteint 1,87 m. Le phénomène a causé d'importants dégâts matériels. La cité des Doges n'avait pas connu une telle submersion depuis 1966. Retour au Maroc, à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé la cérémonie de remise de la 3e édition des trophées Lalla Hasna Littoral Durable au Centre international Hassan II de formation en environnement à Bournadel. Les trophées ont récompensé les meilleures initiatives prises pour la protection du littoral dans 5 catégories. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et la jeunesse se mobilise également pour la protection du littoral. C'est le cas notamment dans la ville de Fnidq. Des jeunes se sont réunis pour une opération de collecte de déchets. L'objectif est surtout de sensibiliser l'opinion publique à la protection de l'environnement maritime. C'est un reportage de Fadel Saadoni. Le récit est de Sarah Faik. C'est un petit geste pour une grande cause. Ramasser les déchets abandonnés dans la mer. Une initiative adoptée par ces jeunes venus lutter contre la pollution marine. Notre objectif est de sensibiliser les citoyens sur les risques de ces déchets jetés en mer. Un geste qui a un impact négatif et direct sur les ressources halieutiques. La pollution des océans est due aux activités aussi bien terrestres que marines. Si chaque personne retrouve un déchet, le ramasse. Imaginez alors les tonnes de débris que nous pourrions sortir de l'eau et préserver ainsi notre environnement. Nous avons procédé au nettoyage de la plage en collaboration avec l'association Abtal Fnidq. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan méditerranéen de ramassage des déchets de la mer. Chaque année, 600 000 tonnes de plastique sont rejetées dans la Méditerranée. Il faut savoir qu'un sac plastique jeté sur la terre ferme peut parcourir des milliers de kilomètres avant de s'échouer dans l'océan, où il mettra des années à se décomposer en fines particules extrêmement dangereuses pour la vie marine. Et la protection des fonds marins est une condition nécessaire au développement de l'aquaculture. Cette activité de production d'espèces marines peut servir de levier de croissance dans certaines régions. C'est le cas d'Akhla qui accueille un salon sur l'aquaculture. Reportage Zakaria Aït Abdelmjid et Nizar Bouhout, le récit est de Mehdi Foudi. Visite de terrain effectuée par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Elle concerne 3 projets d'investissement privé dans l'aquaculture dans la région d'Akhla Ouad Dahab. Il s'agit des parcs de palourdes et d'huîtres dont la production totale est de plus de 1400 tonnes par an pour un investissement total de 21 millions de dirhams. Cette visite a été également l'occasion d'inaugurer une fabrique de glace située au niveau du port avec une capacité de production de 125 tonnes par jour. Ce projet contribuera à une meilleure préservation de la qualité des produits de la pêche. Il permettra également la création de près de 1000 emplois.
Ce sont des investissements à fort potentiel pour le développement durable de la région. Ces projets seront tous achevés en 2020. Ils contribueront à la création de près de 4000 emplois. Ces visites s'inscrivent dans le cadre des travaux du Forum des entreprises aquacoles à Dakhla, organisé par l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture. Cette première édition se tient sous le thème « L'aquaculture marine, un levier de développement de l'économie bleue ». Le forum, c'est une occasion pour ouvrir le débat sur le positionnement de l'aquaculture. C'est aussi une occasion pour permettre aux investisseurs de rencontrer leurs homologues venus d'autres pays pour un échange d'expériences. Plus de 300 acteurs et opérateurs dans ce secteur ont pris part à cette première édition, qui a été également l'occasion de lancer 256 projets aquacoles au niveau national, dont 80% dans la région d'Dakhla Dahab. L'objectif est d'atteindre une production de 156 000 tonnes par an. Le Maroc prend part aux travaux de la 40e session de la conférence de l'UNESCO. L'événement se tient au siège de l'organisation à Paris. Les débats ont porté aujourd'hui sur l'inclusion et la mobilité dans l'enseignement supérieur. Il s'agit de lutter contre les inégalités dans l'accès à l'éducation. Les développements avec Sami Harissi. Une centaine de ministres de l'enseignement supérieur des différents pays du monde sont réunis à l'UNESCO aujourd'hui avec le même objectif, soutenir la prise de décision en faveur de l'inclusion et de la mobilité des jeunes et une meilleure reconnaissance des qualifications. Une journée chargée pour le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi, qui a multiplié les entrevues avec ses homologues pour débattre de problèmes d'intérêt commun. C'est une occasion en or pour nous de rencontrer un certain nombre de ministres en situation bilatérale. Et c'est également prendre en compte un peu ce qui est fait dans ces différents pays. Alors avec le Sénégal, nous avons discuté principalement de l'approche qu'ils adoptent pour le milieu rural. Le Maroc, comme vous le savez, est extrêmement présent dans les organes directeurs de l'organisation. Nous sommes, comme vous le savez, membres du Conseil exécutif, donc parmi les 58 États sur 193. Et c'est au sein du Conseil exécutif que tout se décide, que ce soit le budget, le programme et la politique générale de l'UNESCO. L'ambition de ces rencontres bilatérales est donc de faire des universités des espaces de partage. Une volonté politique des États de coopérer et de garantir l'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement supérieur. Les mêmes systèmes éducatifs, même si nous n'avons pas un seul ministère qui s'occupe de l'éducation et de la formation, contrairement au Maroc, mais nous avons vu qu'à peu près nous avons également les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés. Nous venons de parler de sujets d'intérêt commun, que ce soit la recherche scientifique ou l'enseignement supérieur, et en particulier comment rencontrer les problèmes d'adéquation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, comment faire en sorte que les étudiants réussissent leur première année. On sait que ce moment de la première année dans l'enseignement supérieur est particulièrement fragile. Le Maroc a adhéré à l'UNESCO en 1956. L'organisation onusienne compte 193 États membres. Aujourd'hui, son rôle est plus crucial que jamais pour faire en sorte que la solidarité et la multilatéralité entre les États assurent à leur peuple l'éducation, clé de voûte du développement et de la paix dans le monde. Pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir ce rare portrait de l'un des plus grands compositeurs de musique classique européenne. Ce tableau, représentant l'Autrichien Wolfgang Amadeus Mozart, sera mis aux enchères à Paris le 27 novembre prochain. Il s'agit d'une œuvre de l'Italien Signaroli. On y voit Mozart à l'âge de l'adolescence. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. À Rabat, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, a présidé la cérémonie de remise de la 3e édition des trophées Lalla Hsna Littoral Durable au Centre international Hassan II de formation en environnement à Bourg-Nadl. Les trophées ont récompensé les meilleures initiatives prises pour la protection du littoral dans 5 catégories. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.